Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, effectivement, je suis une jeune anthropologue. Un anthropologue étudie la manière dont les sociétés humaines organisent leur vie ensemble. Et certes, je travaille sur les chasses traditionnelles, mais mon but n'est pas nécessairement de vous convaincre que les chasses traditionnelles sont une bonne chose ou une mauvaise chose. Je tiens à préciser que voilà, je suis dans une position de neutralité scientifique. Et lorsque l'on m'a proposé donc de travailler sur cette question de savoir qu'est-ce que le vivant, comment il se développe, c'était une très belle invitation. Je vous remercie parce que c'est un sujet extrêmement ardu. Et je précise d'emblée que mon point de vue n'est pas celui ni d'un biologiste, ni d'un généticien, ni d'un préhistorien, mais bien d'un anthropologue. Donc ce qui va m'intéresser, c'est de savoir comment l'Occident européen a pensé le vivant et comment éventuellement d'autres sociétés peuvent penser le vivant et qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous qui vivons ancrés dans une tradition occidentale de pensée. Et tout de suite, entrons dans le vif du sujet avec cette chose étrange que vous voyez apparaître à l'écran. Alors je pense que vous ne comprenez pas nécessairement ce que c'est, parce qu'effectivement, à part la lumière, le spot au-dessus qui nous indique que nous sommes bien en 3 dimensions, si on enlève ça, on se demande même dans quel type de dimension on est. Et cette image, en fait, est une image d'une œuvre d'art, je vous le dis d'emblée, de Thomas Saraceno, qui est originaire d'Argentine, qui est architecte de formation et qui est devenu artiste plasticien. Il est connu pour des installations spectaculaires dans lesquelles le spectateur est entièrement immergé et celle-ci est intitulée, est extraite d'une exposition qui s'appelait On Cosmic Webs, donc en anglais, qui veut dire en français, si on devait traduire, sur les réseaux cosmiques. Elle a été présentée au Palais de Tokyo à Paris en 2015 et en fait, Saraceno est quelqu'un qui est fasciné par les araignées. Et ce que vous voyez finalement, c'est une toile d'araignée dans un cube de plexiglas. Et il décrit les araignées comme étant des animaux qui savent créer des galaxies. Pourquoi ça le fascine autant? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui encore, en modélisation informatique, on ne parvient pas à modéliser tous les types de toiles d'araignée. Il y a des toiles d'araignée qui sont en 4 dimensions et qui échappent en fait à la perception humaine habituelle. Et donc, Saraceno a mis à contribution des araignées du musée dans lequel il devait présenter cette exposition. Il n'en a pas fait venir, il les a quelque part invités à venir tisser leurs toiles dans ces cubes de plexiglas. Et il a attendu qu'elles y tissent leurs toiles, ce qui donne des sculptures vivantes, puisque l'araignée, même après l'inauguration, n'a jamais cessé de tisser sa toile. Et donc, l'œuvre est achevée dans son inachèvement. En un sens, elle ne cesse d'évoluer et c'est ce qui fait la matière de l'œuvre. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Vous allez me dire, c'est parce que en fait, dans On Cosmic Webs, on a affaire à une œuvre qui est le fruit de plusieurs êtres vivants. Vous avez une araignée qui tisse sa toile, vous avez un artiste qui se dit « Tiens, l'araignée tisse sa toile, c'est intéressant ». Et puis vous avez bien sûr le visiteur qui vient voir des araignées au musée. Ce qui en soi est étrange, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez tout à fait être en relation avec une araignée en étant chez vous. Ce n'est pas une interaction exceptionnelle. Mais quand vous faites la poussière chez vous, par exemple, vous ne voyez pas dans la toile d'araignée nécessairement une œuvre d'art. A priori, si vous faites la poussière, vous souhaitez plutôt enlever la toile d'araignée parce qu'à ce moment-là, finalement, elle vous déplaît, elle contrarie votre conception de ce que devrait être votre plafond. Donc, vous ne souhaitez plus la voir visuellement et vous ne souhaitez plus non plus la voir chez vous, en présence avec vous, et avec plus ou moins de délicatesse, de dégoût, d'épouvante, d'indifférence selon les cas, mais a priori, vous allez l'enlever sans même penser que ça pourrait être une œuvre d'art. Donc, ce que fait l'œuvre de Saraceno, dans sa manière de mettre en scène la toile de l'araignée, c'est souligner le fait qu'il s'agit d'un processus créatif et se pose la question de savoir qui, de l'araignée ou de l'artiste, est le véritable artiste de cette œuvre. La toile est une structure vivante de ce point de vue-là.
elle est du vivant d'une certaine manière, elle est un produit du vivant. Et même la boîte de plexiglas peut être considérée comme un élément du vivant, puisqu'il ne s'agit plus seulement d'une forme inerte, mais d'un lieu de vie du point de vue de l'araignée. Et de fait, elle est habitée par du vivant. La boîte devient elle-même vivante dans le sens où elle se métamorphose. Donc on voit bien que le vivant excède la vie telle qu'on l'imagine couramment. La boîte, la toile, certes, ne sont pas dotés de vie au même titre que l'araignée ou que l'artiste. Ce ne sont pas des êtres vivants, mais ils font partie du vivant. Et c'est cette différence-là qui est ténue et qui est parfois compliquée à saisir. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on m'a invité à réfléchir à cette question. Et j'espère que dans nos échanges, on pourra peut-être aller encore plus loin. Mais revenons un petit peu sur justement le qualificatif de vivant. Vivant vient du verbe vivre, qui vient lui-même du mot vie. Et la vie est un concept abstrait qui est issu du latin vita, qui veut dire vie, manière de vivre, parfois humanité aussi, dans certains textes, qui encensent l'être humain par rapport au reste des existants. Et on retrouve des acceptions assez proches dans le grec bios, qui veut dire vie, manière de vivre, et qu'on retrouve dans biologie, par exemple. Et en Occident, ce terme-là de vie, ce concept a trouvé un développement particulier sous l'influence de la théologie chrétienne. Et là où je pense peut-être on a préféré me demander de réfléchir au vivant plutôt qu'à la vie, c'est qu'effectivement il y a une teinte religieuse qui est associée à ce terme en Occident, au terme de vie. Et il y a aussi autre chose, c'est que du point de vue philosophique, on a affaire à un nom commun qui donne l'illusion que on sait définir parfaitement ce qu'est la vie de manière positive, c'est-à-dire sans faire appel à sa négation. Or, quand on parle de la vie, en général, on va essayer de tourner un petit peu autour de cette notion en disant que ce qui est en vie n'est pas mort. Et inversement, ce qui est mort est encore en vie. Donc finalement, on est dans une définition assez circulaire et on a de grandes difficultés à définir en propre ce qu'est la vie, ce que pourrait être la vie. Et vivant introduit là-dedans une nuance intéressante, c'est qu'on a affaire donc à un participe présent de ce qui est en train de vivre. Donc c'est un phénomène finalement qui agit, qui n'est jamais achevé, qui est toujours en émergence, en transformation, en perpétuelle définition et redéfinition. Et cette tension-là entre la vie et le vivant, elle est déjà présente finalement dans la philosophie grecque. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais pour résumer à très grands traits, on a une distinction entre la pensée d'Aristote, qui considère qu'une forme et une matière composent les êtres de manière indissociable, et c'est ça qui fait la substance des êtres. Et puis vous avez la pensée platonicienne qui considère que la forme et la matière sont joints de manière momentanée, presque fortuite. Et c'est ça qui fait que nous sommes en vie, mais à tout moment, l'un et l'autre peuvent être séparés. Et cela pose la question de l'articulation de la matière ou du corps, et puis de l'autre côté, de la conscience et de l'âme. Et cette opposition courante se retrouve dans nos propres conceptions quotidiennes lorsque nous pensons que ce qui est vivant est animé et que ce qui n'est pas vivant est inanimé, exclu du domaine conscient de la vie. Le problème étant que quand on pose la question de savoir qu'est-ce que le vivant, il ne suffit pas de savoir où commence, où s'arrête le vivant, mais aussi sommes-nous capables de le percevoir. Et la question de définir le vivant comme étant animé part du principe que le vivant nous ressemble. Et ça se fonde donc sur une perception humaine d'une manifestation de la conscience dans le vivant. Et en Occident, sous l'influence de des religions monothéistes, on a effectivement cherché à hiérarchiser les êtres vivants à partir d'un questionnement qui est quelle est la place de l'être humain dans le vivant ? Alors au Moyen-Âge, on aurait peut-être plutôt parlé de création. Et c'est cette question de la conscience, de la subjectivité. Sur quels critères peut-on établir qu'un être vivant est conscient ou pas ? Vous avez de multiples raisonnements
que je ne vais pas détailler, mais ce qui revient assez fréquemment, c'est la question de savoir qu'est-ce qui manifeste la conscience chez les êtres vivants, qui permettrait de les ordonner en fonction de degrés croissants de réflexivité, c'est-à-dire une capacité à se voir soi-même. Et la plupart des auteurs considèrent que, en tout cas à l'époque, que l'être humain est un être exceptionnel, dans le sens, alors soit qu'il maîtrise le langage, mais il y a des animaux qui ont des langages, soit parce qu'il a une capacité à manier des outils, mais d'autres animaux sont capables aussi de manier des outils. Et puis, il y a un critère qui revient très fréquemment, qui est la conscience d'être mortel. C'est-à-dire que les animaux, les autres êtres vivants, seraient des êtres aveugles, routiniers, je cite, des êtres aveugles. Sous la plume de Descartes, c'est l'animal machine, uniquement préoccupé par la survie de son corps et de son espèce, et sans conscience qu'il va mourir. Et on retrouve ça effectivement donc, dans les théories de l'évolution universelle de Charles Darwin. Alors Darwin ne parle pas d'évolution encore, lui il s'intéresse essentiellement au processus de sélection naturelle et de sélection sexuelle, de partenaires capables de faire perdurer l'espèce. Mais ça a été repris en fait dans la pensée commune comme étant une sorte d'évolutionnisme croissant qui monte vers la perfection, disons, de la création qui serait quelque part l'être humain plus évolué que les autres. Et on retrouve ça donc dans cette représentation de l'arbre de vie par son vulgarisateur dans le monde germanique, Ernst Haeckel, qui reprend en fait exactement les mêmes représentations qu'on avait au Moyen-Âge de la création divine, où l'être humain est au sommet. On a donc man, donc l'homme au sommet des mammifères, et tout est rapporté à l'être humain masculin, puisqu'on aurait dû dire, si on voulait inclure aussi les femmes et les enfants, on aurait dû dire mankind, donc l'humanité, mais là c'est vraiment l'être humain masculin, man, et les grands primates sont appelés les hommes singes, ape men. Et vous voyez qu'en réalité, cette hiérarchisation verticale du vivant, elle se base sur la présence d'un squelette et notamment d'un crâne. Parce qu'à partir de l'époque moderne, on situe la conscience de soi-même dans le cerveau, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais donc la présence d'un crâne, vous le voyez ici, entre les vertébrés et les invertébrés, est une sorte de critère assez puissant donc, dans la théorie de l'évolution. Et on retrouve ça en réalité finalement dans les livres de 3e d'aujourd'hui, puisque vous avez un arbre de parenté. Bon, certes, on a changé, la verticale est devenue diagonale, mais on a toujours cette idée que finalement le vivant se développe en fonction d'innovation évolutive. Alors le terme innovation est intéressant, c'est-à-dire une amélioration par rapport à ce qui ce qui existait auparavant. Donc quelque part, ça suggère l'idée que le crocodile est plus évolué que la tortue, par exemple, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et dans ce même livre, vous avez une représentation concurrente qui est en fait utilisée scientifiquement aujourd'hui, qui est celle de l'arbre du vivant, où vous avez finalement une construction donc, qui s'intéresse à savoir d'où viennent chaque phénotype et chaque caractère d'être vivant sur la Terre. Mais vous avez une mise... ça n'aboutit pas à une hiérarchisation qui ferait de l'être humain, que vous voyez avec cette petite flèche violette, c'est l'être humain, par exemple par rapport à une bactérie. Tous les êtres qui composent le vivant sont mis à un même niveau, même si effectivement ils ont pris des voies différentes pour aboutir à la forme qu'ils ont aujourd'hui. Alors je ne sais pas comment un élève de 3e s'y retrouve du coup, parce que vous avez deux conceptions complètement différentes, une assez hiérarchisée et l'autre qui est au contraire horizontale. Mais quoi qu'il en soit, on a des difficultés à représenter le monde du vivant dans son évolution sans passer par une case hiérarchisante. Et si on revient un petit peu à l'être humain et donc à cette question que l'être humain, à cette idée que l'être humain est le seul être vivant à avoir conscience de pouvoir mourir, ça a un certain nombre d'implications philosophiques. C'est-à-dire que si ce qui est vivant peut mourir et si l'être humain est le seul à en être conscient, alors l'être humain serait le seul être vivant pris dans la peur constante de pouvoir mourir ou d'avoir mal.
Et donc, ça donne deux branches de raisonnement à l'époque moderne, donc à partir du 15e, 16e, 17e siècle. C'est que d'une part, l'être humain, comme il est le seul à être conscient de pouvoir mourir, dans ce cas-là, il a un rôle à la fois de protection et de domination du reste du vivant. C'est le cas notamment avec la domestication. Alors je rappelle la définition de la domestication, selon Geoffroy Saint-Hilaire, c'est la capacité à maîtriser sur 2 générations la reproduction d'un autre être vivant. Et on a en fait les 2 éléments, donc domination et protection, déjà dans le récit de l'Arche de Noé, puisque Noé sauve un couple de chaque espèce animale du déluge pour les implanter ailleurs et favoriser leur prolifération. Donc c'est un mythe de domestication du reste du vivant et en même temps de protection, puisqu'ils échappent ainsi au déluge. Autre implication, c'est que si les autres vivants sont dénués de conscience et ne peuvent souffrir, dans ce cas, l'être humain peut en disposer comme il l'entend. Et plus précisément, l'être humain pourrait exercer sur l'animal une domination, soit sous la forme d'une domination-exploitation, c'est ce que Charles Sepanoff appelle l'animal matière, soit une domination-protection, c'est-à-dire comme nos animaux domestiques, finalement on les transforme en enfants. On les stérilise, on leur donne à manger, on ne peut pas les laisser divaguer sans notre surveillance, on est responsable de leurs actes. Et ces 2 éléments, en fait, vont de pair, puisqu'en général, on nourrit nos animaux enfants avec des morceaux d'animaux matière. Donc on a finalement 2 rapports aux êtres animaux qui paraissent contradictoires, mais que Charles Sepanoff considère comme étant plutôt complémentaires. Quant aux plantes, je n'en ai pas encore parlé, mais le fait qu'elles ne puissent pas se déplacer dans l'espace, donc elles ne peuvent pas s'animer, de fait, dans la pensée classique occidentale, c'est considéré comme une marque de non-conscience. Donc même si aujourd'hui les biologistes s'interrogent sur la capacité d'une plante à avoir un cerveau et à éprouver des sensations ou à se défendre ou à communiquer les uns avec les autres, à l'époque moderne, du moins dans l'histoire de la pensée occidentale, cette question ne se pose même pas. Alors, je suis désolée, c'est parfois un petit peu diffus comme ça, la pensée que je vous propose, mais il faut quand même revenir à un événement majeur dans la confrontation avec le vivant, qui est la découverte des Amériques. Puisque en fait, lorsque les colons, enfin les conquistadors découvrent les populations autochtones non européennes, se pose à nouveau cette question de savoir sont-ils conscients d'eux-mêmes. Donc, est-ce que ce sont des êtres humains? Et si ce sont des êtres humains, sont-ils nos égaux? Ou bien y a-t-il aussi une hiérarchisation des êtres humains en fonction de leur degré de conscience d'eux-mêmes? Donc là, vous avez une représentation de Christophe Colomb qui arrive qui découvre effectivement le nouveau monde. Et on voit très bien l'ambivalence, c'est-à-dire que les Indiens, ce que Christophe Colomb pense être des Indiens, viennent apporter des présents. Et en même temps, vous voyez bien qu'ils sont quasiment nus, donc c'est la preuve même qu'ils sont quelque part non civilisés. Et puis en arrière-plan, vous avez les caravelles portugaises et puis bien sûr la montée de la croix qui annonce finalement, qui raconte déjà l'évangélisation de ces populations. Les cultures autochtones ont été évaluées à ce moment-là par rapport aux normes européennes et les chroniqueurs de l'époque ont essayé de voir dans les manifestations culturelles des différents peuples des signes permettant de supposer qu'elles avaient une conscience. Donc par exemple, on oublie un petit peu, mais il y a des sociétés étatiques que l'on a découvertes à ce moment-là, hiérarchisées, qui ont été considérées comme civilisées. Par exemple, la Chine impériale, qui n'a jamais été colonisée d'ailleurs. Donc les Européens n'ont pas toujours refusé le statut d'être civilisés à toutes les sociétés qu'ils ont découvertes. En revanche, les sociétés sans État, notamment amazoniennes et indiennes, entre guillemets, ont été considérées comme primitives. Et cela a abouti, encore une fois, à une hiérarchisation des peuples et des sociétés selon leur degré supposé de conscience. On a essayé de voir, par exemple, est-ce que leur religion valait la religion chrétienne? Est-ce que leurs outils valaient les outils européens? Donc on est toujours dans un rapport de comparaison.
Et cela a eu bien sûr des implications autorisant l'exploitation économique de ces sociétés, leur acculturation sur le modèle occidental avec l'évangélisation. On parlait de civiliser les êtres de nature, domestiquer le barbare par exemple. Et donc on a aussi cette dichotomie entre exploitation et protection de ces sociétés. Et cela va aussi de pair avec l'idée que voilà, le vivant de ces continents-là aussi est domestiqué. Et sur votre droite, vous avez l'une des premières représentations des pommes d'amour. Pommes d'amour, ce sont à l'époque, donc pomodoro en italien, c'est la tomate en fait. Et à l'époque, lorsqu'on la découvre au XVIe siècle, on pense qu'elle fait partie de la famille des solanacées. Et la solanacée est associée aux herbes de sorcellerie. Et de fait, elle ne pouvait pas être mangée à l'époque crue. Il fallait la faire cuire. Elle était plutôt blanchâtre et on la considérait comme renfermant un poison. Dans ce texte-là, je pense que c'est un peu petit pour que vous puissiez lire, mais elle est comparée à la mandragore et on considère qu'elle est trop dangereuse pour pouvoir user de ses feuilles. Et tout ceci est inclus dans un recueil de l'histoire des plantes qui viennent en usage de médecine. Donc ce n'était pas du tout un aliment comme aujourd'hui et ça a pris beaucoup de temps pour acclimater ces végétaux-là à nos propres latitudes. Et si vous réfléchissez un petit peu à vos placards de cuisine, vous verrez qu'il y a énormément d'aliments qui nous sont totalement quotidiens et presque banals, viennent en réalité du Nouveau Monde et de l'histoire de cette colonisation des savoirs autochtones, notamment le thé, le café, le sucre, les courges, le tabac, les tomates, énormément d'aliments que nous mangeons quotidiennement viennent du Nouveau Monde et sont aussi la trace d'une forme de domination sur le vivant pour pouvoir l'adapter à nos climats et aussi à nos goûts. Par exemple, le chocolat était extrêmement amer. On a évidemment retravaillé la plante, etc. Tout ceci aboutit finalement à une dissociation à partir de l'époque moderne entre ce qui relève de la nature et ce qui relève de la culture, c'est-à-dire que l'être humain occidental serait le seul qui serait suffisamment civilisé pour dominer le monde du vivant. Sachant qu'on a une ambiguïté malgré tout, puisque dès cette époque-là naît le mythe du bon sauvage, c'est-à-dire cet être humain qui est trop peu civilisé pour être véritablement considéré comme un être voilà, de culture, mais qui du coup est très proche de la nature et quelque part un certain nombre d'écrits, que ce soit chez Montaigne, chez Rousseau, chez Bougainville, regrettent avec nostalgie le temps où l'être humain était proche de la nature et finalement n'avait pas accès à la civilisation, comme si la civilisation venait aussi quelque part entacher l'être humain d'une sorte de macule. Et c'est assez ambivalent, du coup, le rapport qu'avaient les penseurs philosophes de l'époque sur la différence, hein, sur l'altérité. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut... Est-ce que l'altérité d'autrui, que ce soit un être vivant, humain ou non humain, doit être amenée à ce que l'on voudrait qu'il soit, ou est-ce qu'on doit l'accepter comme il est et essayer de lui ressembler ? Et là-dessus, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'époque moderne commence à émerger l'idée que finalement, il faudrait se rappeler que l'on va mourir. Hein. Donc, c'est cette fameuse conscience que l'on va mourir qui revient sous une autre forme. Sur le plan artistique, l'époque moderne est marquée en Occident par l'émergence de deux genres emblématiques, les représentations de paysages et les natures mortes. D'ailleurs, l'expression nature morte est intéressante. Alors ces deux genres sont particulièrement ambivalents puisque dans les deux cas, on est un spectateur qui surplombe la scène, donc on est dans une position de domination, hein, de dominante par rapport à ce qui est représenté. Et souvent aussi, on a une sorte de représentation où on ne sait pas bien où le spectateur se situe dans l'espace. Hein. On peut être un peu surplombant, presque en lévitation.
On a ce rapport de domination visuelle par rapport à l'objet, et en même temps, cet objet nous rappelle à quel point nous sommes mortels. Là, je vous présente une peinture assez frappante de Peter Artsen, c'est un peintre flamand de la Renaissance flamande qui fait scandale à l'époque parce qu'il représente plus vrai que nature des chairs mortes qui paraissent prendre vie tout en étant bien identifiables comme étant mortes, voire en état de putréfaction, parce que si vous regardez bien, en fait, en bas, vous avez de la crème qui commence à tourner, vous avez la tête du bœuf écorché qui vous regarde avec son œil, etc. Et ce qui fait scandale à l'époque, c'est que c'est une nature morte inversée. C'est-à-dire que jusqu'à cette époque-là, les natures mortes, donc ces représentations d'objets inertes, étaient secondaires sur le plan visuel, et ce qui venait en premier plan, c'était une scène biblique vous rappelant voilà, une scène de la Bible, un memento mori, donc souviens-toi que tu vas mourir. Et là, Artsen inverse les choses, puisque c'est la nature morte qui prend, je ne sais pas, peut-être 8/10 du tableau, alors qu'au fond, en réalité, vous avez des scènes bibliques. Vous avez la Sainte Famille faisant l'aumône durant la fuite en Égypte au fond. Donc je pense que vous distinguez Marie faisant l'aumône depuis son âne. Et puis sur la droite du tableau, vous avez également des scènes moralisatrices, édifiantes, notamment cet homme qui ramasse des moules et qui, en fait, c'est un dicton flamand qui veut dire que voilà, l'être humain est souvent trop âpre au gain. Et cette représentation, vous remarquerez aussi qu'il ne s'agit que d'animaux domestiques. Vous avez, alors à part peut-être le poisson fumé séché là sur la gauche, à part ça, vous avez en fait des volailles de basse-cour, des cochons, donc des porcs, et un bœuf écorché. Des saucisses, etc. Donc essentiellement des animaux domestiques. Et vous avez un certain nombre de lectures, soit marxistes, soit animalistes de cette peinture, qui considèrent qu'en réalité, l'être humain, en fait, la dénonciation de ce tableau, ce serait que l'être humain a tendance à vouloir dominer l'animal et à en tirer profit. Alors bien sûr, on pourrait considérer ça comme ça. En réalité, on est surtout, si on se replonge dans le contexte du XVIe siècle, face à un peintre protestant, juste après la réforme luthérienne, qui dénonce l'Église romaine, en ce que l'Église romaine aurait oublié finalement le sens des Écritures. Et donc, c'est plutôt une volonté de remettre l'être humain dans sa finitude et dans sa conscience de sa destination, de sa prédestination. Donc, c'est plutôt une querelle liturgique qui anime ce tableau. Mais quoi qu'il en soit, il est intéressant parce que on est vraiment dans cette tension entre domination et puis conscience que finalement on n'est pas si puissant que ça. Et ces deux aspects, loin de s'opposer, sont assez complémentaires, et les différents courants de pensée écologique prennent beaucoup de cette pensée protestante de la nature, avec une expulsion de l'être humain en dehors de la nature pour certains lieux, donc un rapport contemplatif, et puis d'un autre côté, dans d'autres lieux, un rapport plus d'exploitation de la nature par l'être humain, les deux aspects étant compensatoires. Et on retrouve ça finalement aussi dans la pensée, effectivement, qu'il faut arrêter de se détourner du vrai sens de la vie. Alors ça, c'était au moment où Dieu n'était pas encore mort, si j'ose dire. Aujourd'hui, on est plutôt dans une sorte d'incertitude et de recherche du sens des choses. Quoi qu'il en soit, la nature qui est dont le vivant, en fait, dont le vivant fait partie, évidemment, puisque la nature, a priori, est vivante, pose question. La question se pose avec les débats sur la conscience animale, par exemple, de savoir est-ce que les êtres humains sont les seuls à pouvoir être appelés, finalement, des personnes, des sujets du monde, par opposition à des objets.
Et la question de savoir finalement qu'est-ce que c'est que la nature, puisque c'est ça qui est derrière, c'est une question extrêmement vaste. Et là, je vais vous emmener un petit peu en Amazonie, si vous voulez bien, avec Eduardo Viveiros de Castro, donc un anthropologue qui a travaillé sur les sociétés amazoniennes et qui relève que dans les théories autochtones de la nature, le mot nature dans les langues amazoniennes n'existe pas. Dans la plupart des langues, il n'existe pas d'ailleurs. Dans les langues sibériennes non plus, il n'existe pas. On parle d'être, on ne parle même pas d'être vivant en fait. On parle d'être, d'esprit, de rêve. Dans les théories autochtones, ce qui fait qu'il y a un sujet, c'est-à-dire qu'on a affaire à un être qui est vivant parce qu'il sait qu'il est, c'est la capacité à disposer d'un point de vue sur le monde, et c'est ça qui va faire que c'est une personne ou pas. Et peu importe qu'il soit un être humain, ou un animal, ou un esprit, ou un objet. Les récits mythiques amazoniens racontent qu'à l'origine du monde, il n'y avait pas de différence entre les humains et les animaux, mais qu'ils étaient dotés d'une humanité commune et que, contrairement à chez nous, où on considère que l'être humain descend des animaux, dans les sociétés amazoniennes, ce sont les animaux qui sont d'anciens humains. Ce qui fait que ce qui les différencie, ce n'est pas la différence de conscience, ils ont une même subjectivité, ils ont une même histoire, c'est la différence de corps. C'est simplement que le corps est considéré comme une enveloppe qui change en fonction de si on est un animal ou si on est un être humain. Et donc, contrairement finalement à la société occidentale où on considère que la matière est uniforme, c'est-à-dire que nous sommes tous composés d'atomes, que nous avons classés dans ce magnifique tableau périodique des éléments, dans des petites cases, donc la table de Mendeleïev, l'intégralité du cosmos et de l'univers pourrait se résumer à une liste d'éléments atomiques. Et ce qui fait la différence entre un assemblage et un autre, c'est la capacité, la dotation de conscience, c'est-à-dire le fait d'être conscient ou pas. Alors que dans les sociétés amazoniennes, ça ne se passe pas du tout comme ça, puisque c'est le point de vue dont est capable un être qui va faire que c'est un être vivant, un être humain, un être animal, etc. Donc, pour bien que vous compreniez, je répète, dans des conditions considérées comme étant tout à fait normales, les humains, du point de vue des Amazoniens, les humains voient les humains comme des humains. Les animaux se voient comme des humains et les esprits se voient comme des humains. Mais les animaux et les humains ne se voient pas de la même manière. Donc on a une forme d'inversion des perspectives. C'est-à-dire les animaux prédateurs et les esprits voient les humains comme des proies. Les animaux non prédateurs voient les humains comme des animaux prédateurs ou comme des esprits. Les animaux prédateurs et les esprits se voient eux-mêmes comme des humains. Et ces relations d'inversion des points de vue concernent non seulement l'être en question, mais aussi tout ce qui est autour de lui. C'est-à-dire que, par exemple, ce que les humains perçoivent comme étant du sang, les jaguars le voient comme étant de la bière de manioc. Ce que les humains perçoivent comme étant de la viande pourrie, les vautours le voient comme étant du poisson grillé. Et donc, c'est la nature intérieure des sujets qui les définit comme tels, et non pas leur apparence corporelle extérieure. Et d'ailleurs, dans les sociétés amazoniennes, le corps est décrit comme étant un habit, ce qui veut dire qu'on peut se métamorphoser. Et il y a un très grand rôle des rêves chez les chasseurs amazoniens et sibériens, et aussi chez les chamans. Ce sont deux figures, le chasseur et le chaman, qui sont capables de passer d'un monde à l'autre, notamment par les rêves. Ils permettent de passer d'un monde humain à un monde non humain, et inversement, et bien sûr, il y a des risques. Parfois, on n'arrive pas à revenir du monde des animaux, par exemple, ou du monde des esprits. Ou bien le monde des esprits peut contaminer le monde des humains et venir prendre possession de l'âme de ceux qui se sont laissés prendre au jeu. Par conséquent, la perception physique des êtres n'est pas suffisante pour déterminer qui sont exactement ces êtres, et il existe toujours un doute sur à qui on a affaire. Par exemple, le cerf que vient de tuer le chasseur, était-ce bien un animal ou bien s'agissait-il d'un esprit vêtu d'un corps de cerf? Et dans ce cas-là, tuer un esprit, c'est terrible. Ça peut vouloir dire que le chasseur, dans la nuit qui suit, va mourir. Donc il y a une nécessité d'entretenir des relations sociales avec ce qui entoure les tribus amazoniennes en tant qu'humains, une forme de diplomatie.
puisque les esprits peuvent être bienfaisants, malfaisants, ils ont leurs humeurs, ils ont leurs caprices, les animaux aussi, les êtres humains aussi. Et donc il va falloir négocier avec eux pour que la paix sociale soit garantie. Et donc on voit bien la différence par rapport à cette pensée-là occidentale, où au contraire, finalement, c'est l'intérieur des êtres qui ferait qu'ils seraient différents les uns des autres, puisqu'a priori, je possède du calcium dans mes os, la souris a du calcium dans ses os, vous avez du calcium dans vos os, tous les êtres qui ont des os ont du calcium, par exemple, mais pourtant je ne suis pas une souris et je ne suis même pas vous. Donc qu'est-ce qui fait la différence? Ça va être l'intériorité, qui est assez mystérieuse entre nous. Et ce qui fait que Eduardo Viveros de Castro pense la différence entre la pensée occidentale et la pensée amazonienne en ces termes. D'une certaine manière, dans la pensée occidentale, on a une unité de la nature et une diversité des cultures, ce qu'il appelle le multiculturalisme. Et dans la pensée amazonienne, c'est exactement l'inverse. On a une diversité des natures et une unité de la culture, puisque les animaux sont d'anciens humains. Donc on se comprend. Et cela, alors je vous passe un petit peu les débats théoriques qu'il y a eu terribles là-dessus, mais Philippe Descola, donc, qui aujourd'hui est très connu, a prolongé cette pensée-là sous la forme des ontologies. Donc vous retrouvez le multiculturalisme occidental sous le terme de naturalisme, donc la ressemblance des physicalités, donc l'extérieur de notre corps, et puis la différence des intérieurs de notre corps. Et puis l'animisme, où c'est le contraire, c'est croisé, et puis s'y ajoutent deux autres types d'ontologies où on a soit ressemblance, donc une forme de parallèle dans la ressemblance avec le totémisme, et puis différence, à nouveau un parallèle avec l'analogisme. Donc l'analogisme qui était avant en Occident très courant au Moyen-Âge, avant la Renaissance, et puis le totémisme avec les aborigènes, sachant qu'il y a des gros débats sur le totémisme, c'est extrêmement complexe comme ontologie. On appelle ça donc des ontologies. Ontos veut dire la substance, donc c'est savoir finalement quelles sont les conceptions de l'être dans le monde. Quoi qu'il en soit, quels que soient les débats qui ont pu avoir lieu sur cette question des ontologies, Philippe Descola dit lui-même qu'elles ne sont pas étanches, que le naturalisme peut tout à fait reprendre à son compte des morceaux d'analogisme, comme lorsque vous consultez votre zodiaque, par exemple, pour savoir ce qui va vous arriver dans la journée. Vous n'êtes pas naturaliste quand vous faites ça, vous êtes analogiste. Vous considérez, par exemple, que votre astre va avoir une conséquence sur votre journée. Ce qui n'est pas du tout scientifique au sens occidental du terme. Donc vous avez des traces d'analogisme et également des traces d'animisme dans le naturalisme. Ça ne pose pas problème. Mais globalement, notre pensée majoritaire est plutôt naturaliste. Quoi qu'il en soit, la conception de la nature pour chacune de ces ontologies qui se trouvent dans différents types de sociétés aboutit au fait que finalement, les anthropologues considèrent que la nature n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas en soi, on ne peut pas la toucher du doigt, c'est une conception, c'est une idée. Cette pensée-là fait qu'on peut peut-être maintenant un peu plus réfléchir à ce qui est véritablement le vivant dans cette nature-là. C'est-à-dire un mode d'existence des êtres qui composent le monde, déterminé par la manière dont ils sont considérés comme étant en relation ou pouvant être en relation les uns avec les autres. Et de ce point de vue-là, est-on bien certain d'être toujours capable de percevoir le vivant dans l'être? Par exemple, les microbes, les bactéries, les virus sont des êtres vivants, mais si petits qu'il a fallu des siècles pour parvenir à inventer des outils nous permettant de les percevoir. Et de fait, on est aussi fasciné par la vie dans l'espace, les extraterrestres. On adore ça, parce que on se dit que peut-être on ne sait pas tout et qu'il y a du vivant ailleurs que là où on aurait pu s'y attendre. Le sol aussi est une structure vivante, on l'oublie souvent. Il est fait de millions d'années de vie sur Terre, abrite un écosystème souterrain fait de champignons, de racines, de vers de terre et produit du vivant, sert d'habitation aux vivants aussi. Quand une graine germe ou qu'une racine s'étend, et quand vous faites du compost au fond de votre jardin, vous ne faites rien d'autre que reproduire à votre échelle un processus millénaire de régénération du vivant dans le sol, et tout cela pour que de la vie puisse y naître, et ensuite pour vous nourrir, et vous-même en mourant, a priori, si vous êtes enterré, vous allez renourrir le sol. Donc finalement,
on est face à un vivant qui noue des relations de manière diverse. Il peut s'agir de prédation, comme un lion qui chasse une antilope, de coopération, le chien de berger aide le berger à garder son troupeau, les aliments fermentés que vous mangez sont rendus meilleurs au goût grâce à l'action de champignons, de bactéries ou de levures, sinon le fromage n'aurait aucun intérêt. De mutualisme, un oiseau mange les restes de nourriture dans la gueule d'un crocodile, ou alors vous avez dans votre ventre des milliards de bactéries qui vous aident à digérer. D'opportunisme aussi, une moisissure se développe sur le carrelage de votre salle de bain, c'est horrible, mais en fait elle y est très bien, elle trouve chaleur, humidité, tout ce qu'il lui faut. Certaines plantes se nourrissent de la pollution chimique stockée dans le sol, par exemple. Vous avez aussi des phénomènes de commensalité. Un renard et un rat mangent vos restes dans votre poubelle. Pour vous, ce sont des déchets. Pour eux, c'est de la nourriture. Etc. Et aucun de ces modes de relation n'est absolument exclusif en soi. C'est-à-dire, aucun finalement ne s'oppose. On peut tout à fait être dans un rapport d'opportunisme et puis à un autre moment d'opportunisme avec un autre vivant. Et de cette manière-là, vous avez des conjonctions uniques de paramètres complexes qui se mettent en œuvre, avec une caractéristique du vivant peut-être qui est sa grande plasticité, sa grande capacité d'adaptation et sa grande imprévisibilité. Ce qui rend très difficile l'anticipation de ces manifestations, de ces évolutions et de son contrôle. Le vivant défie finalement nos pronostics stabilisateurs. Il est une force quelque part de résistance à la volonté humaine d'en comprendre et d'en maîtriser parfaitement les tenants et les aboutissants. Par exemple, la génétique a longtemps considéré que finalement nous étions faits comme des codes. Nous avions un alphabet, un code et quelque part... Voilà, on faisait un peu la roulette russe et puis vous aviez le génome comme ça qui s'agitait, mais finalement, les mutations qui pouvaient se produire étaient très lentes à l'échelle de plusieurs générations, plusieurs siècles de générations. Et puis, voilà, vous avez les papillons de Manchester qui ont changé de couleur en un peu plus d'un siècle du fait de la pollution. Ils étaient blancs, ils sont devenus noirs parce qu'à Manchester, du fait de l'industrialisation, les supports matériels sur lesquels ils pouvaient se poser étaient plutôt noirs. Donc pour se camoufler, il valait mieux changer de couleur. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Les individus qui étaient noirs, qui étaient marginaux, ont été privilégiés parce qu'ils étaient plus capables de survivre en étant noirs qu'en étant blancs dans ce contexte-là. Et à l'échelle humaine aussi, un nouveau champ disciplinaire se développe qui s'appelle l'épigénétique et qui essaye de comprendre comment fonctionnent les modifications de notre propre génome du temps de notre vivant. C'est-à-dire que nous avons potentiellement des modifications de génétique qui se passent du temps de notre vivant du fait de perturbations environnementales ou de style de vie. Par exemple, des diabètes de type 2 qui peuvent se développer, mais ce n'est pas censé être le cas, et qui vont ensuite potentiellement pouvoir se transmettre de manière strictement héréditaire pour le coup. Donc une acquisition génétique de traits en lien avec notre environnement et notre manière de vivre dans cet environnement. De la même manière, autre preuve que le vivant est assez imprévisible, on n'a pas arrêté d'essayer d'enlever les insectes de nos champs, les champignons de notre terre, les virus aussi de notre ère. Mais je pense que l'année 2020 nous a rappelé à quel point le virus était extrêmement capable en fait de s'adapter à nos propres boucliers en développant des résistances ou en créant de nouvelles variantes. Et puis, vous avez aussi des choses peut-être un peu plus douces à penser, comme la zone de Tchernobyl qui était réputée morte. Et en fait, les chercheurs se sont rendus compte qu'il y avait une biodiversité tout à fait particulière qui s'était développée du fait que l'être humain est parti de cette zone. Donc, je rappelle, Tchernobyl, en 1986, c'est sans doute l'une des plus grandes catastrophes nucléaires qui ait eu lieu en Ukraine. Et aujourd'hui, c'est une ville effectivement qui est abandonnée. Et cette biodiversité qui s'est développée sur le site de Tchernobyl a développé des résistances aux radiations qui sont étonnantes et que les chercheurs cherchent à comprendre pour essayer aussi d'anticiper d'éventuelles catastrophes et voir ce que ça pourrait avoir comme effet sur le vivant. Autrement dit, le vivant, quelque part, n'existe pas en soi, ça, il n'est jamais fini, il se construit, c'est son émergence constante qui le définit, et c'est un formidable réseau de relations entre des êtres dont certains sont animés et d'autres non,
puisque voilà, on a dit que quelque part, on allait nourrir le sol en mourant. Quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une part de nous qui va se transformer en sol? Et tout ça pour dire que, quelque part, il faudrait peut-être penser le vivant, non pas de manière hiérarchique, c'est-à-dire avec l'être vivant au sommet, mais peut-être plutôt en relation avec le vivant. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette image-là de la première boîte que je vous ai présentée, parce que vous avez un réseau à l'intérieur avec une toile, vous avez une boîte qui circonscrit la toile, mais vous avez aussi des êtres humains qui les regardent. Et donc, si vous voulez aller voir les œuvres de Thomas Saraceno, vous avez le site officiel de son studio artistique, là en bas à votre droite. Vous pouvez aussi écouter l'émission Le Code a changé de Xavier Delaporte sur France Inter. Il y a eu un entretien avec Thomas Saraceno qui s'appelle L'homme qui voulait communiquer avec les araignées. Et vous avez aussi sur le site du musée Georges Pompidou un dialogue entre Thomas Saraceno et une anthropologue, éthologue, qui a beaucoup travaillé sur les oiseaux, sur les poulpes et sur les corbeaux, Vinciane Desprez. Vous allez voir un petit peu son nom par la suite. Si vous voulez aller aussi plus loin, vous avez ces livres-là. Donc la recomposition des mondes d'Alessandro Pignocchi, qui a beaucoup travaillé avec Philippe Descola, qui est en fait une bande dessinée. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour commencer si vous vous intéressez à ces thèmes-là. Donc qui imagine d'autres manières possibles de vivre avec le vivant, en lien avec cette forme utopique d'autres mondes qui est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où il a fait une ethnographie. Vous avez ensuite Eduardo Viveros de Castro et Philippe Descola, dont je vous ai parlé, donc des ouvrages extrêmement théoriques, c'est vraiment pour les plus motivés d'entre vous, Métaphysique cannibale et Part de la nature et culture. Si vous vous intéressez à la colonisation des savoirs, et notamment des savoirs médicinaux, suite à la colonisation dans le Nouveau Monde, je vous conseille Samir Boumedienne, La colonisation du savoir. Dans un registre relativement proche, mais du point de vue cette fois-ci anthropologique, vous avez Nastasia Martin qui a écrit Les âmes sauvages face à l'Occident, la résistance d'un peuple d'Alaska. Donc c'est effectivement sur les combats d'un peuple d'Alaska, les Gwich'in, à la fois contre les projets environnementalistes de protection de l'environnement et d'exploitation pétrolière, puisqu'ils vivent de chasse et d'élevage itinérant, ce qui ne plaît ni à Shell ni aux parcs naturels nationaux. Et dans un autre registre, vous avez aussi Anna Tsing, donc une anthropologue. Là, je vous ai mis le titre en français, Le champignon de la fin du monde, sur la possibilité de vivre sur les ruines du capitalisme. Donc, en fait, c'est sur une production assez étonnante, le matsutake, donc ce champignon qui vaut très très cher au Japon et qui pousse dans les zones, notamment aux États-Unis, les forêts de pins rouges qui en fait sont devenues rouges du fait d'une pollution industrielle. Et ce champignon qui vaut très cher donc pousse dans des zones polluées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle analyse ce système de mise en valeur finalement d'un être vivant qui a réussi à s'adapter au désastre écologique du capitalisme, en montrant que finalement il y a certains morceaux de l'économie capitaliste qui sont dépendants de modes d'approvisionnement non capitalistes, puisque les cueilleurs de champignons sont des gens qui sont souvent sans papier et qui viennent d'Asie du Sud-Est et qui ont la connaissance de ces champignons mieux que d'autres. Mieux que tout autre en réalité. Si vous voulez ensuite rêver un petit peu avec Tim Ingold, Marcher avec les dragons, c'est un ensemble de textes sur cette question de passer effectivement d'une structure verticale à une structure horizontale de pensée, qui a été ensuite qui a aussi beaucoup inspiré Baptiste Morisot dans Manière d'être vivant, publié en 2020. Baptiste Morisot, philosophe du sauvage, qui a beaucoup travaillé sur les suivis de loups en France. Et qui essaye de tirer en fait une pensée de la diplomatie avec le vivant, en s'inspirant en fait de la manière dont les meutes de loups communiquent entre elles et négocient leurs relations territoriales.
Vinciane Desprez, dont je vous parlais, Habiter un oiseau est un ouvrage absolument brillant. Vous ne verrez plus les oiseaux de la même manière après avoir lu son livre. Donc elle décortique toute l'histoire de l'ornithologie en montrant que notre perception des oiseaux a été longtemps anthropocentrée, c'est-à-dire centrée sur nos propres normes, et qu'en réalité il y a plus à apprendre des oiseaux que ce que l'on pensait. Jocelyne Porcher, ensuite, qui a un parcours intéressant. Au départ, c'est une agronome de l'INRA spécialisée dans l'élevage porcin. Oui, elle a un nom prédestiné, qui ensuite est partie vers la sociologie et qui en fait a critiqué le milieu dans lequel elle travaillait au départ en publiant ce livre Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle. Alors c'est beaucoup plus militant évidemment, mais c'est une une description extrêmement d'une très très bonne qualité en fait de l'exploitation animale par les élevages industriels, tout en réfléchissant à la notion d'animal de travail par rapport à l'animal matière. C'est-à-dire qu'elle n'est pas contre l'élevage, elle est contre son dévoiement industriel actuel. Donc c'est un livre aussi inspirant, dérangeant parfois. Et enfin, plus récemment, donc Charles Stepanov a écrit L'animal et la mort, dont on vous parlait au tout départ. Donc chasse au pluriel, modernité et crise du sauvage. Et puis, il y a quelques années, il a participé à un ouvrage collectif, alors malheureusement en anglais, mais je vais vous traduire le titre, qui s'appelle Communauté hybride. Donc c'est une notion qu'on utilise en anthropologie qui a été développée par Dominique Lestel. Et donc c'est sur les approches biosociales de la domestication et des autres types de relations interspécifiques. Donc ça concerne autant l'élevage que l'animal domestique, que le virus, que les plantes. Voilà, c'est sur les types de relations que l'on peut avoir entre différentes espèces et la manière dont tout cela se négocie et s'organise en communautés hybrides, c'est-à-dire des communautés qui trouvent un intérêt à vivre ensemble, avec des intérêts qui peuvent être différents, mais il y a une forme de donnant-donnant. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Léa. On laisse quelques minutes aux associations pour qu'elles puissent se présenter. En fait, ces associations apportent un angle peut-être différent et complémentaire à ce que vient d'exposer Léa. Merci beaucoup Léa. On vous laisse quelques minutes, messieurs, de façon à ce qu'on puisse échanger avec la salle. Merci. Bien, merci. Alors, merci aux organisateurs à la fois de l'initiative et puis merci à Léa de nous ouvrir l'esprit. Alors on se disait avec Régis, oula, ça va être compliqué de passer après elle parce qu'on va revenir à des choses un peu plus terre à terre. Je ne sais pas si on va être au niveau de ce qu'on a entendu. En tout cas, moi j'étais assez perturbé par le terme de hiérarchisation et de diplomatie entre animaux. Voilà, il y a des choses dont il faudra qu'on rediscute puisqu'on sera appelé à se revoir certainement, mais en tout cas j'étais assez perturbé par ça. Alors moi je représente ici l'association Esprit du Sud 40. C'est une association qui regroupe l'association des maires, les 3 chameaux consulaires, les fédérations de chasse de course landaise, l'Observatoire national des cultures taurines et puis les mairies de Dax et de Mont-de-Marsan. Alors cette association, elle s'est créée pour la promotion des patrimoines culturels et des cultures locales. On a souhaité reprendre un espace qu'on estimait un peu abandonné. Et que voilà, la prise de parole de certains nous laissait à penser que nous, on devait être là pour réaffirmer que ce qu'on était finalement, on pouvait être fiers de vivre et d'être là dans nos territoires. Alors je voudrais faire un aparté avant de démarrer parce que vous allez m'entendre beaucoup parler de patrimoine culturel et de culture locale et un peu moins de tradition. Alors, on a eu la chance à l'Assemblée générale il y a 2 ans d'avoir un philosophe qui s'appelle Francis Wolff et qui nous a un petit peu expliqué effectivement les significations des termes et pourquoi des fois il fallait les employer à bon escient. Et en tout cas, si nous on ne rejette pas le mot tradition, j'en parlerai dans mon propos. Il nous est souvent opposé sur l'excision ou des choses comme ça et on nous renvoie souvent à ça. Et donc effectivement, la tradition est certainement un mode de transmission, mais nous, l'objet, c'est bien les patrimoines culturels et les cultures locales. Alors,
je vais pas m'étendre sur l'association, je pense qu'on n'a pas assez de temps. Je vais juste dire qu'aujourd'hui, on fait la tournée des communautés de communes à leur invitation. On en a déjà vu 2, Terre de Chalosse et Chalosse-sur-Sang. On va en voir 3 d'ici ce début d'automne. Et on sent là qu'on a, pour les maires, un sujet de la réaffirmation du bien vivre ensemble de ce qu'on est. Et on a été assez agréablement surpris d'être invité régulièrement pour exprimer ce que l'on porte et les valeurs qu'on souhaite réaffirmer. Sur le sujet lui-même, j'avais réfléchi un petit peu. Moi, je voulais parler un peu des patrimoines culturels et des cultures locales parce qu'elles sont du domaine du vivant. Elle représente l'ensemble des connaissances et des coutumes et des traditions et des langues qui sont notre pays et quelque part elles sont le reflet de ce que nous sommes ici, nous. L'ensemble de ces éléments donc, se transmettent de génération en génération. Alors, avec plus ou moins de force. Il y en a qui sont au bord de l'abandon. Je vais revenir tout à l'heure sur les langues gasconnes. Et puis elles évoluent au fil du temps et c'est ce qui me laisse penser qu'elles sont vivantes. La course landaise d'aujourd'hui, ce n'est pas la même de celle du temps de Meunier et ceux qui la pratiquent aujourd'hui ne portent pas la même image de ce qu'elle pratiquée. Alors, elle joue évidemment un rôle essentiel sur l'identité de ce que nous sommes. Moi, je suis issu du monde agricole, j'ai beaucoup travaillé sur les signes de qualité. On ne mange pas tout à fait de la même façon au sud de la France qu'au nord de l'Europe. On n'a pas tout à fait la même fonction quand on est à table ici dans le sud-ouest que quand on est au nord de l'Europe. Et ça relève bien de la culture et de la façon de l'échange. Et puis sur les territoires également, pour reprendre l'exemple de la course landaise, les arènes à elles seules sont des patrimoines architecturaux qui façonnent les villages là où il y en a. Donc on voit bien quand même qu'il y a une interaction là-dessus. Il y a aussi le lien social et le lien du bien vivre. On a testé avec le Covid combien on a été malheureux quand on a été empêché de faire les fêtes, combien on a été empêché de faire les repas. Et puis on a aussi dans cette volonté de réaffirmer ce que nous sommes. Des fois, on est obligé de s'inscrire en défense. On a fait partie de ceux qui ont organisé la manifestation dite des Vermilles, parce que des fois, il faut faire un nombre pour se faire entendre. Mais on voit bien au travers de ces manifestations que, quelque part, les gens, parce qu'au travers de cette manif, il y avait des gens de tous horizons, pas forcément des chasseurs, pas forcément des pêcheurs, pas forcément des taurins, pas forcément des gascons. Il y avait des citoyens lambda, mais le refus de l'uniformisation et de la négation de la diversité culturelle. Quelque part, on refuse ces gens qui voudraient nous expliquer ce que c'est le bien et le mal, et souvent, on n'est quand même pas rangé du bon côté quand on parle de nous. Je voudrais juste illustrer ça avec la culture de la langue gasconne. Moi, je fais partie d'une génération où, à l'école, l'instituteur nous interdisait de la parler. Il y en a quelques-uns, ça va faire écho. Je suis originaire de Pomarès, et à Pomarès, on nous interdisait de parler gascon. La langue, aujourd'hui, elle a du mal à se transmettre. Elle a une visibilité aujourd'hui qui est limitée. Il reste grosso modo le quart de page de Parlem Gascoun de Sud-Ouest, qui d'ailleurs au demeurant est en danger. Sud-Ouest est en train de réfléchir, je ne sais pas qu'ils auraient fait en train de réfléchir, ils sont en train d'avancer pour la supprimer, donc il va rester un des derniers pans. Et alors pour autant, le pire n'étant jamais certain, paradoxalement, c'est la technologie mondialiste d'Internet qui va venir au secours de cette langue, puisque l'université occitane, le Congrès, qui est basée à Pau, a réussi à mettre en route un système de traducteur automatique qui permet de traduire les sites Internet. Alors il y a un certain nombre de villes aujourd'hui, alors Biscarrosse a démarré dans les Landes, qui a une double traduction de son site Internet. Le site de la section paloise, si vous allez le voir, il est en double traduction gascon français. Alors il a fallu évidemment passer par-dessus
les clivages qu'il peut y avoir en langue gasconne. Hein, oui, on me montre la truc, mais je surveille l'heure, hein, je ne t'inquiète pas. Ou dans une commune, on met l'accent d'un côté et la commune voisine, on met l'accent de l'autre. Mais voilà, on voit aujourd'hui que grâce à quelque part un paradoxe hein, qui est Internet, qui va permettre en tout cas de revivre une visibilité de cette affaire-là. Donc on voit que la transmission, c'est à chacun d'entre nous de la faire vivre, je pense, la réaffirmer, parce que je pense qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on est. Je pense que le bien vivre ensemble, qui est une des caractéristiques ou la caractéristique de ce département, elle est affirmée. Je crois qu'elle est revendiquée par tous. D'ailleurs, on voit bien le monde qui veut venir chez nous, c'est bien qu'on doit avoir quelques qualités. Donc, voilà. Et pour autant, quand les gens viennent, il faudra qu'ils nous prennent avec nos qualités, avec les quelques défauts qu'on a. On peut parfois être têtu, c'est vrai, mais je crois qu'on doit avoir la fierté de ce que nous sommes. Et en ça, je crois que ça s'inscrit dans le patrimoine du vivant. Et on est des passeurs de ces modes de vie qui s'inscrivent dans les cultures locales et dans les patrimoines culturels. Voilà, j'en ai terminé, Philippe. Je crois que j'ai tenu mon temps. Merci, Monsieur Lespard. On peut peut-être laisser la parole à la Fédération de chasse, oui. Oui, merci. Bon, à mon tour de remercier pour cette invitation et pour cette organisation. Merci Léa pour cette présentation. Alors nous, on commence à la connaître, Léa, on commence à avoir l'habitude de ces présentations, et chaque fois, c'est vrai que c'est assez dur de passer après. La prochaine fois, on passera avant. Ça ira à masse, comme on dit, parce que c'est vraiment passionnant. Donc moi, je suis le directeur de la Fédération départementale des chasseurs des Landes. Donc la Fédération des chasseurs des Landes, ce soir, je vais vous la présenter très rapidement, mais pour ce qu'elle est en fait, c'est une association de protection de la nature. C'est l'une des premières associations de protection de la nature agréées dans le département des Landes, puisque nous avons été agréés en 1978. Vous m'entendez un petit peu plus fort, oui, je vais rapprocher. Donc agréé en 1978. Alors quelques chiffres de ce qu'est notre fédération. C'est vrai que la chasse est encore une activité qui est très populaire en France, et notamment dans le sud-ouest. Pour avoir un petit peu en tête, et on est encore l'activité qui dénombre le plus d'adhérents derrière le foot au niveau national, et puisque on frôle encore les 1 million de licenciés. Et c'est vrai qu'en termes de licenciés, si on prend les nombres de façon très froide, très factuelle, la chasse est la seconde activité juste avant la pêche. Ensuite, il y a d'autres activités qui sont plus nombreuses, mais qui ne sont pas recensées. Dans le département des Landes, c'est un petit peu plus de 300 associations locales, des associations départementales, des associations spécialisées, des associations privées qui vont gérer le territoire sur le département. C'est un petit peu plus de 18 000 pratiquants. Département des Landes, c'est 18 000 pratiquants, mais c'est plus du double de porteurs de permis. Puisque nos fichiers comptent encore quasiment 40 000 porteurs de permis sur le département des Landes. Et le permis de chasser, c'est un petit peu comme une licence sportive, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le pratiquer tous les ans, vous pouvez le pratiquer une année, arrêter, revenir, etc. Et donc, nous sommes à environ entre 18 000 et 18 500 pratiquants tous les ans. Donc notre action, je vais, pour essayer de la caler un petit peu avec l'exposé d'aujourd'hui de Léa, c'est vrai que la chasse, l'activité de pratiquer la chasse, pour qu'elle puisse se permettre, donc il faut qu'il y ait des chasseurs, d'accord, mais il faut qu'il y ait du gibier. Pour qu'il y ait du gibier, des animaux, il faut qu'il y ait des habitats. Et donc toute notre réflexion, notre action va essayer de réfléchir à protéger les milieux naturels et protéger les habitats naturels. Et ça, c'est quelque chose que nous avons compris depuis plusieurs décennies maintenant, puisque c'est dans les années 70 que la Fédération des chasseurs des Landes, avec un président qui était peut-être visionnaire à l'époque, a créé une fondation nationale pour la protection des habitats, dont le seul but est d'acquérir des territoires pour les préserver, les gérer et ainsi essayer d'augmenter la biodiversité sur ces territoires. Et donc petit à petit, la Fédération des chasseurs des Landes s'est constituée un réseau de sites qui couvre aujourd'hui, alors en fonction des indicateurs que l'on prend, c'est un petit peu variable, mais entre 2500 et 3000 hectares sur le département.
auquel on peut rajouter les 70 000 hectares de réserves de chasse et de faune sauvage qui sont présentes sur les associations communales, puisque nous avons des obligations de mise en réserve, et c'est des chiffres qui souvent ne sont pas connus, mais sur le département des Landes, voilà, on dépasse les 70 000 hectares de réserves qui sont uniquement le fruit de l'action des chasseurs. Je ne mets pas là-dedans les réserves du Marais d'Orx, du Courant-Duché, d'Arjusan, etc. Donc voilà, ce sont des chiffres qui sont intéressants à avoir à l'esprit parce qu'ils sont assez peu connus du grand public. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. Ce qui sera intéressant peut-être, c'est après les échanges avec la salle, où voilà, je serai ravi d'échanger, de répondre à toutes les questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va laisser la parole. Voilà, merci beaucoup à l'association Paloum. Bon, nous on est un peu moins à l'aise de ce côté de la table avec les prises de parole au micro, vous nous excuserez. Hein. Donc on va faire un petit peu plus succinct. Moi je viens représenter ce soir l'association Paloum, qui de base a été créée sous le nom de l'association Alcatorda par le biais de la Fédération des chasseurs des Landes et de son ancien président Jean-Roland Barrère. Du coup, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en charge les animaux de la faune sauvage qui sont en détresse, qui peuvent transiter par vous, mais par aussi des structures spécialisées comme la gendarmerie ou ce genre de choses. On va les soigner, les réhabiliter et les renvoyer dans la nature. Donc c'est vraiment l'unique but. Et aussi, on va un peu s'étendre maintenant de plus en plus, depuis l'année dernière, avec l'ouverture de la nouvelle association, sur les animations vis-à-vis des scolaires et du grand public, et sur de la sensibilisation, notamment sur les réseaux sociaux. Alors on s'ouvre de plus en plus à d'autres missions qui viendront au fur et à mesure du temps, mais pour l'instant ce sont nos missions principales. Alors depuis quelques années maintenant, on soigne environ 1000 animaux par an. Ces chiffres augmentent chaque année pour un résultat à peu près d'un tiers d'animaux remis dans la nature, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qu'on ne peut pas sauver. On ne fait pas encore de magie, mais ça viendra, on l'espère. Voilà, donc nous on existe depuis 2005 à la suite des marées noires de l'Erika et du Prestige. Donc c'est à cette période que la Fédération des chasseurs des Landes s'est regroupée avec d'autres experts pour pouvoir soigner les oiseaux mazoutés. Alors on estime qu'il y a à peu près 97 000 oiseaux marins sur ces périodes qui ont subi les marées. Je ne pourrais pas vous donner les chiffres de ceux qui ont été relâchés, mais il y a eu suffisamment de bons résultats pour créer du coup le Centre Alcatorda en 2005. Et depuis, du coup, on continue de travailler sur ces missions. Voilà. Nous, un peu, du coup, merci à Léa pour ta conférence, et merci aux organisateurs. Donc nous, on va un peu se lier là-dedans vis-à-vis des animaux qu'on reçoit, parce qu'en fait, il faut savoir que 85 à 90% des animaux qu'on reçoit sur la structure sont là pour cause anthropique. C'est comme ça qu'on dit, anthropomorphique peut-être, je ne sais pas. Anthropique. Donc c'est essentiellement causé par l'humain, et du coup on essaie de récupérer un peu ces blessés, de les remettre dans la nature pour pouvoir leur offrir une seconde chance. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Gégaud. La faune landaise. Bonsoir à tous. Donc merci d'être venus aussi nombreux. Merci pour l'invitation. Merci Philippe. Merci Léa pour la conférence. C'était vraiment extrêmement enrichissant. On se rend compte que des termes qui nous paraissent extrêmement familiers sont finalement extrêmement complexes à définir. Alors moi je m'appelle Yohann Agesta, je suis donc de l'association La Faune Landaise. Donc nous on n'est pas très connus, toute petite association, il faut savoir qu'on est seulement que 4. Donc en fait si vous voulez nous on s'est créé par rapport un peu à la désinformation. C'est-à-dire qu'on est tous dans l'association chasseurs, pêcheurs, bons vivants, amoureux de la nature. Et on s'est rendu compte que voilà, il fallait faire de plus en plus de sensibilisation vis-à-vis du public pour apporter de la connaissance, transmettre nos connaissances. Donc au départ, si vous voulez, on avait créé une page Facebook en mars 2019. Voilà, on a commencé par là pour faire de la sensibilisation via les réseaux sociaux. Et on avait ensuite créé une page Instagram. Et petit à petit, étant donné qu'on a commencé à être un peu plus sollicité pour avoir plus de visibilité, pouvoir mettre en place plus de projets, on a créé donc l'association La Faune Landaise en juillet 2020. Donc on intervient un peu sur tous les faciès, c'est-à-dire qu'on a un gros volet sensibilisation et un deuxième volet gestion de la faune sauvage. Donc nous on intervient avec tout type de structure, on crée énormément de partenariats, que ce soit avec la Fédération départementale des chasseurs, avec le centre de soins Paloum, on travaille avec des sociétés de pêche, on travaille avec des organismes naturalistes, avec des particuliers.
On travaille avec les communautés de communes, les offices de tourisme, etc. etc. En fait, dès qu'un projet nous intéresse ou que l'on est sollicité pour un projet qui est en lien avec la sensibilisation ou la gestion de la faune sauvage, généralement, si on a les moyens humains d'intervenir, on s'y positionne. Donc on crée énormément de partenariats en ce sens pour travailler sur plein de thématiques. Et pour conclure, en fait, on aimerait faire partie vraiment intégrante du territoire. On a la chance, du coup, dans notre structure, d'avoir un représentant du monde cynégétique, un représentant du monde halieutique. On a également un représentant de tout ce qui est activité sportive. Donc, on a une diversité culturelle qui est quand même assez importante. Et on aimerait, voilà, avoir un panel de structures encore plus importantes à l'avenir pour mettre en place de plus en plus de projets et faire de plus en plus de sensibilisation et de gestion au niveau de la faune sauvage. Et j'en ai terminé. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Agesta. Pour les modalités pour la suite, nous avons 2 micros, hélas. Donc, il y en a un qui va circuler au sein de la salle et puis l'autre, ne l'éteignez pas, on va essayer de vous le donner les uns les autres pour les éventuelles réponses. Nous attendons vos questions. Merci. Oui, bonsoir à tous. Je tiens à vous remercier pour votre très brillant exposé. Et j'ai beaucoup apprécié que vous dissociez Aristote et Platon, qui sont souvent, quand on parle des philosophes grecs, on assimile tout ça, alors qu'il y a au sein d'eux-mêmes pas mal de différences qui sont d'ailleurs quand même très très intéressantes. Ensuite, vous avez dit, si j'ai bien compris, que ce sont les sociétés qui définissent la conscience. Alors, ça me paraît très intéressant, vous nous avez placé, nous, en numéro 1. Est-ce le hasard? C'était en numéro 1. Je crois que nous avons intérêt, et cela se passe actuellement, à regarder un petit peu les autres et à réfléchir. À réfléchir parce que, au nom de quoi peut-on dire que nous possédons la vérité et que nous sommes des êtres supérieurs? Qu'est-ce qui permet de dire que nos sociétés sont supérieures aux autres? Personnellement, j'en sais rien. Puis je m'interpelle personnellement sur le fait que les animaux n'ont pas conscience de la mort. Comment peut-on savoir si un animal a conscience de la mort? C'est un postulat que l'on affirme. Et sur quoi se base-t-on pour affirmer ce postulat? Qui souhaite répondre? Léa? Oui, merci beaucoup, monsieur, pour votre commentaire et vos questions. Effectivement, vous avez tout à fait raison qu'il y a le fait de vous parler en premier des sociétés occidentales vient en fait d'un souci pédagogique, puisque si je vous parle d'emblée de la bière de manioc des jaguars, je pense que ce serait un peu compliqué de comprendre où est-ce que je veux en venir. Donc c'est d'abord vous parler de ce que peut-être vous paraît le plus proche de vous, avant de vous parler de ce qui est le plus éloigné. Mais il n'y a pas de... C'est un ordre d'antériorité et pas de primauté dans ce choix. C'est simplement que, voilà, dans le déroulement de la pensée, ça me paraissait être le plus clair et le plus intelligible. Ça ne veut évidemment pas dire que les sociétés amazoniennes sont moins évoluées que les sociétés occidentales, ni qu'elles sont plus sauvages. Voilà. Pour avoir travaillé en Sibérie, de manière générale, le mythe du bon sauvage continue de perdurer et fait aussi beaucoup de dégâts, parce qu'on imagine toujours ces populations comme étant proches de la nature, par exemple, alors que, par exemple, en Sibérie, les gens peuvent tout à fait garder des animaux en pâture à la manière que faisaient leurs ancêtres il y a 2 siècles, mais ils ont TikTok sur leur téléphone portable. Donc il n'y a pas nécessairement d'incompatibilité entre certains aspects des sociétés occidentales et certains aspects des sociétés qui ne le sont pas.
Donc ça donne des mélanges parfois un peu désarçonnants, mais voilà. Donc la vision de l'anthropologue est plutôt de décrypter ces hybridations plutôt que de mettre des cases. Donc les uns seraient plus supérieurs à d'autres ou inférieurs. Quant à la question de la conscience animale, ce que j'ai essayé de vous retranscrire, c'est la manière dont ça a été pensé. Et ça ne veut pas dire que je pense que les animaux n'ont pas de conscience ou ne souffrent pas. C'est simplement que dans la philosophie ou dans l'histoire de la pensée occidentale majoritaire, encore une fois, bien sûr, en 45 minutes, c'est difficile pour moi d'entrer dans des nuances, des subtilités. Mais on a eu cette pensée-là de vouloir effectivement placer l'homme, donc l'homme en plus masculin, blanc, au sommet de la hiérarchie du vivant. Ça ne veut pas dire évidemment que je cautionne cette opinion. Alors excusez-moi, je vous ai taquiné. Je sais très bien que vous êtes parti du plus connu pour aller vers des choses beaucoup moins connues. Excusez-moi, j'avais parfaitement compris votre démarche pédagogique et je la suis entièrement. Voilà. Merci, bonsoir. Une question beaucoup plus pragmatique, c'est sur tout ce qui est traditions qui sont issues, en tout cas de mon point de vue, d'anciennes pratiques, tout ce qui est tradition qui sont issues d'anciennes pratiques où on se déplaçait moins, où les gens étaient beaucoup plus dans la ruralité, et effectivement ça justifiait certainement certaines méthodes de chasse ou approches du vivant. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, malgré tout l'intérêt qu'elles ont au niveau patrimonial, culturel et historique, de vouloir les perdurer à tout prix, quitte à les caricaturer, et en perdre tout essence? Parce qu'aujourd'hui, on a une société où les gens se brassent, se mélangent. Beaucoup de gens arrivent dans les Landes ou ailleurs et sont parfois interpellés par ces traditions qu'on leur jette au visage. Et elles ont un énorme intérêt patrimonial. Il y a tout un langage développé autour de la chasse à la palombe, à l'ortolan, etc., ou la course à la vachette, bien sûr. Mais est-ce qu'on n'a pas un risque d'en perdre tout le sens en ne la faisant pas évoluer et en construire une sorte de musée fantasmé? Vous voulez répondre ? Oui, alors effectivement, c'est un vrai dilemme que vous posez. Donc c'est un problème qui se pose à beaucoup d'anthropologues lorsqu'on les appelle à l'aide, en général. On les appelle à l'aide et on leur demande de faire une ethnographie de sauvegarde. C'est comme ça qu'on parle dans notre métier. Les ethnographies de sauvegarde, en fait, viennent quelque part intervenir en dernier recours pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Donc, ça peut être des sociétés autochtones qui sont ravagées par l'alcoolisme et la syphilis. Et en fait, on va faire une recension de tous les termes de leur langue avant que la langue ne disparaisse. Donc, c'est ce qu'on appelle une ethnographie de sauvegarde. Le problème, c'est qu'en général, cette ethnographie de sauvegarde, elle a tendance à accentuer la disparition de ce qu'elle cherche à préserver, puisque très souvent, elle justifie la disparition, c'est-à-dire il y a quelqu'un pour recenser la langue de cette population, on peut continuer finalement à les exploiter, rien n'est perdu, et finalement peu de gens s'en émeuvent. Donc tout à fait. Et vous avez aussi raison que la tradition, finalement, la conception qu'on en a dans le langage courant par rapport aux anthropologues n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que pour nous, ce qui se transmet de manière traditionnelle, c'est simplement un fait culturel qui se transmet de génération en génération. Ça ne veut pas dire que c'est immobile ou statique dans sa forme. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des réappropriations, des changements. Et ce que disait Pierre Lespard sur le fait que finalement le gascon trouve davantage support dans le numérique que dans le papier, c'est une bonne preuve du fait que la perpétuation d'un élément plutôt ancien va plutôt utiliser des voies a priori plus modernes, entre guillemets. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va se conserver de la même manière. C'est-à-dire que je ne sais pas comment on parle en gascon sur Facebook ou pour s'insulter sur Twitter, mais il doit y avoir comme les anglicismes doivent venir aussi transformer la langue gasconne. Il y aura peut-être des abréviations, je ne sais pas. Donc en fait, effectivement, le fait de sanctuariser, de muséifier, de réifier les traditions a plutôt un effet délétère sur le caractère dynamique de ces traits culturels.
Et de fait, les chasses traditionnelles ne portent ce nom-là que depuis 1987. Et en réalité, il y a eu énormément de changements dans les techniques à utiliser, dans les gibiers qu'on chassait avec ce type de chasse. Par rapport au recrutement sociologique aussi, on a complètement changé. Donc, même les recettes évoluent. Donc, c'est évidemment une réinvention constante de traits culturels, sachant que la mémoire humaine n'a que rarement une mémoire de plus d'une ou deux générations. Donc, bon, c'est compliqué de savoir depuis quand remontent certaines choses. Voilà. Bon, merci Léa. Voilà, elle a répondu, je pense, en grande partie à votre question, mais pour expliquer, parce qu'elle a utilisé le terme d'ethnologie de sauvegarde, et en fait, ça a été un petit peu la base de notre rencontre, parce que pourquoi nous avions à la base contacté Léa, c'est vrai que vous avez tous entendu parler de la chasse à la matole, et c'est vrai que cette chasse à la matole à l'ortolan qui a disparu aujourd'hui et qu'on ne reverra pas, même si certains peuvent le regretter, il faut être aussi lucide, je ne pense pas qu'on la reverra. Et je trouvais quand même important de pouvoir conserver une trace, pas technique, mais une trace sociologique, une trace humaine de cette pratique qui a existé, où on a encore des savoir-faire qui sont encore vivants, qu'on va perdre dans les prochaines années qui arrivent. Et il me semblait capital pour, dans un esprit, je ne sais pas comment il faut le dire, scientifique, allez, lançons le mot, de pouvoir conserver une trace, mais humaine de ces pratiques, pour pouvoir les documenter plus tard. Et parce que finalement, quand même, ça peut participer à une certaine culture. Ce petit piège de bois de 22 sur 22 cm, en fait, il n'existe nulle part ailleurs dans le monde, et il n'a été construit que dans ce triangle du sud-ouest de la France, pas ailleurs. Il n'existe pas ailleurs sur la planète. Il n'y a pas un autre peuple autochtone, il n'y a pas d'autres personnes qui ont réussi à créer ce même petit piège de bois, de châtaignier à l'époque. Et voilà, il nous semblait intéressant d'en garder une trace. Après, voilà, sur la réponse de Léa, j'ai rien à rajouter, elle a tout dit. Oui, merci de votre intervention, parce qu'on est quand même un peu au cœur du sujet. Ça pose aussi la question du maintien des cultures minoritaires. Parce que dans le fond, quand Léa parlait de diplomatie dans la hiérarchie des choses, on est quand même un peu dans ces débats de société où effectivement aujourd'hui ce qui peut être pour nous considéré comme un fort attachement à l'identité d'un territoire, on le sent bien, est perçu comme étant le mal au nom d'une certaine doxa. Et la question, c'est de savoir les cultures minoritaires. Alors il y a une loi de l'UNESCO, une charte qui protège les cultures minoritaires. Elle est sur le document, et certainement qu'aujourd'hui on fait partie des cultures minoritaires. Donc est-ce qu'on doit être protégé, c'est une autre question. Mais la question au-delà de l'aspect anthropologique, c'est savoir comment la société pèse sur des rapports de force qui s'établissent entre... alors ici, globalement, on est quand même plutôt aujourd'hui confronté à la visionnement urbain sur la façon dont on vit dans ce monde rural. Alors évidemment, on est un peu moins nombreux que les autres, mais pour autant, ils sont contents de venir dans nos territoires quand ils viennent ici en vacances ou autre. Alors moi, je n'ai pas la réponse à ça, et puis on n'a pas de temps ce soir pour le faire, mais voilà, ça pose aussi cet équilibre ou cette notion de, dans le fond, est-ce qu'il faut qu'on accepte on a parlé de la matole, est-ce qu'il faut qu'on accepte de continuer à laisser, selon un jeu de domino, s'arrêter tout ça petit à petit, puis une fois qu'on a commencé le domino, jusqu'où on s'arrête. Voilà, c'est un peu ça que ça pose. Mais en tout cas, merci de votre intervention. Et je ne dis pas que la légitimité de notre côté, qu'on s'entende bien. Il faut toujours beaucoup d'humilité sur ces sujets. J'ai deux questions. Une question pour Paloum. Donc j'ai bien compris que vous étiez un centre de soins pour les animaux blessés, les animaux sauvages.
concrètement, on fait comment pour vous contacter? Moi, l'été dernier, j'ai trouvé un martin pêcheur qui me semblait, il ne savait pas voler, mais enfin, il ne pouvait pas voler. Je l'ai remis, je l'ai reposé par terre, mais j'aurais bien voulu le confier à quelqu'un pour voir qu'il s'en sorte. Donc, j'ai pas trouvé de numéro de téléphone ou de... Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est sur toujours la conscience de pouvoir mourir avec les animaux. On sait qu'aujourd'hui, j'ai su qu'il y avait des essais qui étaient faits sur des plantes avec des senseurs pour voir comment elles réagissaient quand on lui coupait, etc. Donc on s'est aperçu qu'elles réagissaient. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites aujourd'hui pour essayer justement de voir si une espèce animale, autre que l'homme, a peut-être conscience de mourir un jour sur la Terre? Léa, est-ce que tu veux répondre d'abord à cette question et après je reviens sur le... Ça me dérange pas, c'est plus... peut-être tu te souviendras pas après, donc... Moi c'est plus facile, je me souviens du numéro de téléphone. Oui, alors sur les plantes, effectivement, il y a pas mal de travaux qui sont faits. D'ailleurs, si vous vous intéressez aux plantes, peut-être l'un des noms les plus intéressants, c'est celui de Francis Allais, Éloge de la plante. C'est un livre. Alors, Francis Allais, H-A-2-L-E, accent aigu, est un grand botaniste français qui a inventé ces fameuses structures gonflables pour aller sur la forêt amazonienne, c'est-à-dire qu'ils ont posé dessus, donc sur la canopée, pour pouvoir étudier vraiment sur place sans devoir prélever dans l'écosystème, pouvoir voir quelles étaient les synergies entre différents êtres qui habitaient ces plantes, enfin le sommet des arbres, les cimes, quoi. Et quant à savoir sur la question de la sensibilité animale, enfin, c'est une différente question par rapport à la conscience d'être mortel, hein, qui est anticipatrice par rapport à la sensibilité qui est réactive. Oui, en vérité, il suffit de voir, par exemple, alors je vais vous raconter, ma petite sœur avait des cochons d'Inde et un jour, il y en a un qui était en train de mourir et l'autre était très affecté juste avant sa mort par la mort de son compagnon et donc cherchait à le relever. C'est très troublant, c'est-à-dire on se demande est-ce que le cochon d'Inde est capable de sentir que son compagnon va mourir. C'est possible. Quand une mère chimpanzé perd son petit, par exemple, on voit bien qu'elle est affectée, sinon elle le laisserait. Non, et parfois elle prend soin du petit qui est mort, donc du cadavre, comme s'il était vivant pendant encore 2-3 jours, le temps de se défaire en fait, hein, du petit. Donc c'est très troublant. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une conscience? C'est difficile à dire. Moi, je n'ai pas la réponse en tout cas. Mais ce serait intéressant. Évidemment, on voudrait tous savoir la réponse. Et pour d'ailleurs répondre à un monsieur qui m'a posé la question au tout début, sur la question de savoir comment on peut savoir qu'un animal n'a pas de conscience de lui-même, oui, effectivement, c'est une vraie question. Ça, je n'ai pas la réponse. Bon, du coup, pour revenir sur le centre de soins, en fait, c'est quelque chose qui est, malgré le fait que ce soit assez ancien, certains centres de soins existent depuis les années 80, c'est dans l'esprit des gens pas encore complètement généralisé. Donc, c'est très compliqué, nous, en tant que structure landaise seulement, parce qu'on couvre 15 000 km², donc l'entièreté des Landes et une partie du Gers, c'est compliqué de se faire connaître au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est un travail qui est très très progressif et qu'on essaie de plus en plus de mettre en place. On travaille beaucoup plus localement. Après, on travaille avec la Fédération des chasseurs qui nous a quand même beaucoup propulsé. Le but aujourd'hui, c'est de continuer à prendre cet élan et de le faire avancer. Ça passe par les réseaux sociaux pour se faire connaître, ça passe par les journaux locaux, ça passe par être présent aux événements locaux. On a assisté il y a peu, l'année dernière, nous, au Salon du Perron-Bécassier. Nous sommes allés assister aussi et se représenter sur les différentes fêtes de la chasse cet été dans le coin. On essaie d'être présent pour se faire connaître. Il y a possibilité de trouver l'information facilement sur Internet. En tapant juste « j'ai trouvé un animal blessé, qu'est-ce que je fais ?» Et en règle générale, on tombe sur le site du réseau centre de soins. Alors ce réseau centre de soins, ça a été mis en place de base par la LPO pour recenser l'intégralité des centres de soins présents en France.
Il n'y a pas que ça, normalement, même quand on tape j'ai trouvé un animal dans les Landes, on peut tomber sur notre site et sur le numéro qui est disponible H24, 7 jours sur 7, parce qu'on travaille du coup tous les jours. Alors on ne vous répondra pas en pleine nuit, mais si vous nous appelez entre 8h et 19h, on a le téléphone avec nous et on y répond. Ce numéro, vous pouvez le retrouver à l'entrée de la salle sur des petits flyers, et sinon sur notre site internet qui est tout simplement paloum.fr, ainsi que sur nos réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Voilà. Bonsoir, j'avais une question aussi par rapport à vos différentes interventions. Il me semble qu'il y a aussi une sorte d'ambiguïté sur notre fonctionnement et notre, et comment dirais-je, sur une certaine marche de notre société, parce qu'il semble que, et vous êtes tous là à le dire, qu'il y a une grande importance à sensibiliser, à informer, à expliquer tout ce qui semble, entre guillemets, naturel, tout ce qui vient de la nature, tout ce qui faisait notre ruralité et notre relation à la nature. Il y a comme une aspiration et au niveau des différentes associations, au niveau de tout ça, d'informer, de sensibiliser, etc. Donc on pense qu'il y a une grande nécessité pour nous d'être en relation avec tout ce qui est naturel, tout ce qui est rural, tout ce qui fait partie, et même on voit avec les années Covid comme une importance pour les personnes de revenir et d'être plus près de la nature. Donc ça, c'est tout ce qui semble être vital et important dans cette relation avec la nature. Et d'un autre côté, il y a comme une évolution de la société comme s'émanciper de cette nature, à gommer les diversités régionales, à vouloir mélanger et à vivre un petit peu comme dans une nature artificielle, avec une possibilité de voir la nature, de comprendre la nature, mais de s'en émanciper, de ne pas y trouver véritablement racine, et de supporter aussi ce qu'elle incombe. Cette ambiguïté, moi, ça me désarçonne, parce qu'on a l'impression que vraiment, il y a comme deux forces qui tiraillent, et comme le jeu se situerait entre cet équilibre difficile, entre je m'en émancipe, et pourtant, je dois être en relation avec, et comment puis-je être en vraie relation avec? Et il me semble que là, il y a quelque chose peut-être à réfléchir dans cette dualité. Un point de vue, je partage complètement cette remarque, et nous on le constate sur des choses qui sont extrêmement factuelles, avec toutes les animations que l'on réalise, où finalement voilà, on n'a jamais autant parlé d'environnement, on n'a jamais autant parlé de nature, mais on se rend compte que plus personne ne sait ce que c'est, et on regarde ça avec les enfants. Ou faites le test si vous avez des enfants, si vous avez des neveux, des nièces, tout le monde ce que c'est, tout le monde connaît un lion, tout le monde connaît un zèbre, mais demandez à vos enfants une grive, alors une grive musicienne mauvaise, j'en parle pas, une mésange en moineau, les gens ne savent plus, les enfants ne savent plus. Lors de notre manifestation des Vermilles, comme tu appelais, on avait fait une banderole dont le thème, c'était pour remettre du lien entre les mondes. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a perdu, je ne sais pas comment il faut le dire, ce lien que nous avions avec notre territoire. Je ne parle même pas de nature, mais avec notre territoire. C'est-à-dire qu'avant, on connaissait notre territoire, on savait reconnaître les arbres, on savait reconnaître les oiseaux. Je ne parle pas du tout de chasse ou quoi que ce soit, mais on avait une connaissance de ce territoire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, et on le voit vraiment avec les jeunes générations, et puis c'est compliqué de le faire apprendre. On reçoit des classes de façon très régulière, je pense que Paloum, la Finlandaise également. On a perdu, j'ai l'impression qu'on perd cette connaissance sur notre territoire. Oui, c'est sûr que
on va reconnaître un zèbre, on va reconnaître un gorille, on regarde la chaîne Planète sur le câble, mais l'oiseau qui vient dans notre jardin, eh bien, finalement, on ne sait plus le reconnaître. Et ça, c'est une question aussi de, je sais pas, d'éducation avec les programmes scolaires, avec le professorat qui a énormément évolué ces dernières années. Nous, on essaye de rentrer un petit peu en contact et de proposer que ce soit des formations comme ça, et plein d'associations essayent, des associations en plus d'ailleurs qui ne sont pas forcément très proches de nous. Et bien malgré tout cela, il y a une distension, je trouve, entre la nature, les hommes. On a de plus en plus de mal à l'expliquer alors qu'on n'a jamais autant entendu parler. En tout cas, c'est ce que nous ressentons, nous. Oui, merci beaucoup. Une ou peut-être deux dernières questions, parce que nous devons respecter le timing. Hein. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Je crois... Pardon. Eh bien, elle m'a coupé là. Moi, je suis enseignante, donc si vous voulez, ça me touche. Tout ce que vous voilà. voulez dire. Voilà, enfin, moi je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire le monsieur avant la nouvelle question, excuse-moi, mais bon, en tant qu'ancienne collègue, du coup, tu vas pouvoir répondre aussi. Voilà, moi je suis enseignante et franchement, effectivement, pendant des années, même quand j'ai commencé il y a un moment, on faisait plus facilement des projets sur l'Afrique et sur ce qui se passait en Afrique que sur ce qui se passait sur notre terrain. Je pense qu'à l'heure actuelle, les programmes, et en tout cas, on a tous conscience de notre territoire. On fait, en tout cas, je parle pour mon école, pour les écoles de la Boire et pour autour. On essaie vraiment au quotidien d'amener nos enfants, nos élèves en sortie forêt, de les amener découvrir leur territoire. On fait des projets avec la CCA, avec la PPMA, avec le collectif Citaslo, avec le parc qui propose plein d'ateliers, et on a travaillé sur les petites bêtes extraordinaires, effectivement, de voir des enfants s'émerveiller devant une coccinelle. Enfin, moi, voilà. Mais je pense qu'avant tout, il faut aussi que les parents réagissent. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est plus facile de mettre un enfant devant un écran que de se dire je vais sortir, je vais aller me promener en forêt alors que la forêt elle est à côté de chez moi. Et tout ne peut pas reposer sur le dos de l'éducation nationale, même si on essaie de faire ce qu'on peut, voilà. Mais je pense que c'est aussi, voilà, il faut que chacun prenne conscience de ça et que chacun reparte un peu dehors. Voilà, et s'occupe de ses enfants et leur fasse faire des choses. Voilà. Je voulais pas être moralisatrice, mais en fait, ce que vous m'avez dit, ça me touche parce que voilà, il n'y a pas que les enseignants. Je peux vous promettre qu'on fait tout ce qu'on peut et qu'on en fait des projets, mais c'est l'affaire de tous et notamment des familles en priorité. Merci beaucoup pour cette intervention. Dernière question. Alors, je crois que le monsieur aussi veut poser une question. Moi, je serais relativement optimiste et pessimiste. Optimiste, pourquoi? Parce que pendant longtemps, nous avons eu une certaine conscience que nous étions maîtres de la nature. Et nous semblons prendre conscience que nous sommes un élément de la nature. Et ça me paraît positif. Alors, mon côté pessimiste, quel est-il? Je me pose la question, est-ce que nous intervenons assez tôt pour stopper certaines choses? Là, j'ai pas de réponse. Léa, peut-être? Oui, et puis quand on dit nous, il faudrait savoir aussi de qui on parle, parce que je pense que tout le monde n'a pas la même vision des choses. Oui. C'est que voilà, le vivant aussi représente parfois une rentabilité. Hein. Voilà, là, on parle entre citoyens. Dans une ville des Landes, voilà, c'est quelque part on est entendu sur les termes de ce dont on parle.
Mais je pense que si vous adressez à Unilever, par exemple, qui produit du Nutella et qui déforeste pour avoir de l'huile de palme ou je ne sais quoi, on n'est pas du tout dans les mêmes... Voilà, face à un tableur Excel et face à un ver de terre dans le jardin, on n'est pas les mêmes, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi à se mettre d'accord entre nous-mêmes. On n'est pas, comme disait Cathy, je crois, on n'est pas au clair avec nous-mêmes aussi, même au sein d'une même société. Voilà, et c'est vrai que c'est un peu dommage de voir parfois des gens qui finalement voudraient trouver une solution à un même problème et qui finalement se chamaillent au lieu d'unir leurs forces là-dessus. Ça, c'est sûr. Voilà, nous arrivons à la fin de la conférence. Nous venons de vivre un moment très intéressant sur ce vaste sujet, le vivant. Je voudrais en quelques mots vous expliquer le cheminement du collectif qui nous a permis d'arriver à ce jour. Avec mon ami Joël Millet, nous avons eu plusieurs discussions sur nos pratiques et en sommes venus à un constat. Nous rencontrons des personnes s'installant dans notre village avec des conceptions très différentes de la vie, de notre culture et peu d'ancrage dans notre ruralité. Nous avons alors partagé ce constat au collectif qui, après concertation, décida de mener une réflexion sur ce sujet et de le concrétiser. Léa venait juste d'arriver à la Fédération départementale des chasseurs des Landes pour travailler sur nos chasses traditionnelles. Certains d'entre nous ont eu l'occasion de participer à ces exposés. Personnellement, j'ai été très touché sur sa manière d'exprimer les choses. Je me disais, nous avons une certaine connaissance de notre territoire et parfois mal à l'expliquer. Léa a les mots. Belle complémentarité pour notre monde rural. À partir de là, le collectif se met au travail et durant 7 mois égrène différents thèmes jusqu'à se mettre d'accord sur celui développé par Léa. Ici même, je veux remercier M. Charles Stefanoff, directeur de thèse de Léa, d'avoir accepté sa participation. Au nom du collectif, je veux remercier tous les participants pour la richesse des échanges. Je veux remercier Monsieur le maire, l'équipe de la mairie qui a apporté un très gros soutien au collectif, le cinéma, nos élus, le photographe Jean-Luc Barbier pour les photos de l'affiche, la directrice, les présidents des diverses associations qui donnent vie à nos villages. Je veux également remercier la mairie, la Fédération départementale des chasseurs des Landes, la PPMA des vallées de la Leyre, la CCA de la Bouère, qui ont participé au financement du film de cette conférence. Merci au vidéaste, Fred, qui après le film en fera un montage et également un teaser, qui pourra être mis sur les réseaux sociaux et renvoyé vers le film intégral. Un grand merci à mes collègues du collectif pour ce travail réalisé. Léa, au nom de chacun, nous voulons chaleureusement te remercier. Pour ce temps que nous venons de partager ensemble, merci pour ton travail, ta simplicité, ton savoir. À l'entrée du cinéma, vous trouverez une boîte au profit de Léa où chacun de ceux qui le souhaitent pourront honorer son travail. Merci pour Léa, merci à vous. Maintenant, un moment convivial vous est proposé à la cantine de l'école. Vous êtes Olympe de Gouges, pardon. Vous êtes cordialement invités au pot de l'amitié offert par la mairie, la PPMA des vallées de la Leyre, la CCA de la Bouère. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci à tous nos participants. Merci Philippe. Tous les remerciements ont été effectués. Alors, du coup, je vais te remercier à toi Philippe pour avoir. Je sais que c'est toi qui as eu l'initiative de cette conférence. Donc, bon, merci. Voilà. Et pour ma part, il y a une personne que je tenais à remercier particulièrement. Mais voilà, nous a beaucoup éclairé ce soir et
On est parti, ça volait très haut à un moment donné, mais merci Léa. Et je vais te remettre, au nom de la municipalité, un livre de Félix Arnaudin. On est ici à la patrie de Félix Arnaudin. Le cinéma s'appelle Le Félix. Lui aussi, il a fait des études sur le vivant à une certaine époque. Voilà, c'est très intéressant. Évidemment, et je vais te remettre aussi un bouquet de fleurs de la part de la municipalité. Et merci d'être venu à la Boire. Et j'espère que tu garderas un bon souvenir de notre ville de la Haute-Lande ici. Merci. Merci.